On entend parler de ChatGPT et d'autres IA partout, tout le temps. C'est assez bluffant ce qu'elles peuvent faire. Mais comment ça marche, vraiment? Sous le capot, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. La grande question, c'est bien celle-là. Comment une machine arrive-t-elle à produire des textes qui ont l'air si humains? Qu'il s'agisse d'un poème, d'une réponse technique ou d'une histoire inventée, comment passe-t-on d'une simple instruction à un résultat aussi complexe et cohérent? Eh bien, la réponse est presque décevante de simplicité, du moins en apparence. Car au fond, toute la puissance de ces grands modèles de langage repose sur une seule et unique tâche répétée en boucle, deviner quel est le mot le plus probable pour la suite. C'est tout. Et le moteur qui permet de faire cette prédiction, c'est lui, le transformer. C'est le nom de l'architecture de réseau de neurones qui a complètement révolutionné le domaine et qui est à la base de toute l'IA générative moderne. Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, par où commencer? La toute première étape, c'est de faire le pont entre notre monde, celui des mots, et celui de la machine, qui ne comprend que les chiffres. Il faut traduire. Quand on donne une phrase au modèle, il ne la lit pas d'un seul bloc. La première chose qu'il fait, c'est de la découper en petits morceaux qu'on appelle des tokens. Un token, ça peut être un mot entier, juste une partie d'un mot, ou même un simple signe de ponctuation. Une fois qu'on a ces tokens, chacun d'entre eux va être en quelque sorte numérisé. Le token entre dans le modèle et il en ressort sous la forme d'un vecteur. Un vecteur, c'est juste une très longue liste de nombres. C'est un peu sa carte d'identité mathématique. D'accord, mais d'où sort cette liste de nombres? Elle provient d'une sorte de dictionnaire de traduction géant qu'on appelle la matrice d'enchancement. C'est une immense table où, pour chaque token que le modèle connaît, il y a une colonne qui correspond à son vecteur unique. Et là où ça devient complètement fou, c'est quand on regarde l'échelle. Pour se donner une idée, rien que cette matrice d'enchassement, dans une version comme GPT-3, contenait à elle seule plus de 617 millions de paramètres. Et on ne parle que de la toute première étape. Maintenant, accrochez-vous bien, parce que c'est là que la magie opère. Ces listes de nombres, ces vecteurs, ne sont pas juste des chiffres balancés au hasard. Pas du tout. Ils sont organisés dans un espace mathématique immense où la géométrie elle-même, elle a un sens. L'exemple le plus célèbre pour illustrer ça, c'est celui-ci. Prenez le vecteur du mot « roi ». Si vous lui soustrayez le vecteur du mot « homme », puis que vous ajoutez le vecteur du mot « femme », le résultat que vous obtenez est un vecteur qui est incroyablement proche de celui du mot « reine ». C'est comme s'il existait une direction dans cet espace qui encodait le concept de genre. Et ça marche pour toutes sortes de relations, même des choses bien plus abstraites. Par exemple, l'opération Italie moins Allemagne plus Hitler nous rapproche du vecteur de Mussolini. Ou encore, la simple différence entre les vecteurs chat et chat semble définir une direction mathématique pour la notion de pluralité. Bon, maintenant qu'on a nos vecteurs qui représentent des mots et leurs relations, comment est-ce que le transformer les utilise pour penser? On entre maintenant dans le cœur du réacteur, là où le vrai travail de traitement se fait. Notre liste de vecteurs, un pour chaque token de la phrase, va maintenant entamer un voyage. Un voyage à travers toute une série de blocs de traitement, empilés les uns sur les autres. À l'intérieur de ces blocs, il se passe un processus essentiel qui s'appelle l'attention. Pour faire simple, c'est un peu comme si tous les vecteurs se mettaient à discuter entre eux. Chaque mot va regarder tous les autres mots de la phrase pour comprendre lesquels sont les plus importants pour définir son propre sens. Et le but de toute cette discussion, c'est de s'imprégner du contexte. Un vecteur qui au départ signifiait juste avocat va, grâce à ce processus, s'affiner pour représenter soit l'avocat, le fruit, soit l'avocat, le métier, en fonction des autres mots qui l'entourent. Et ça ne se passe pas qu'une seule fois. Les vecteurs passent à travers de nombreuses couches de ce type, et à chaque étage, leur signification s'enrichit et se précise un peu plus. C'est cette profondeur, cette succession de couches, qui donne leur puissance à ces modèles et qui justifie le terme d'apprentissage profond. On approche de la fin du parcours. Après tout ce brassage d'informations, après que les vecteurs se soient enrichis de tout ce contexte, comment est-ce qu'on arrive enfin à la prédiction finale? Tout se joue ici. C'est le tout dernier vecteur de la séquence, celui qui correspond au dernier mot de notre phrase d'entrée qui va être utilisé. Après son voyage à travers toutes les couches, ce vecteur est devenu une sorte de super résumé de tout ce qui a été dit avant. Il contient toute l'info nécessaire pour deviner la suite. Pour passer de ce super vecteur à une prédiction, on utilise une deuxième matrice géante, la matrice de désembedding. Elle fait l'opération inverse de la toute première. Elle prend ce vecteur final et le transforme en une longue liste de scores. Un score pour chaque mot possible dans le vocabulaire du modèle. Attention, ces scores qu'on appelle des logites
ne sont pas encore de belles probabilités. Ils peuvent être négatifs ou très grands. C'est un peu brut de décoffrage. Il faut donc les nettoyer, les normaliser pour les transformer en une vraie distribution de probabilités avec des pourcentages propres qui, tous ensemble, font 100%. L'opération mathématique qui permet de faire ce nettoyage s'appelle la fonction softmax. C'est elle qui prend cette liste de scores bruts et nous la transforme en une belle liste de probabilités que la machine peut enfin utiliser. Le résultat final, ça ressemble à ça. Pour la phrase « le penseur le plus intelligent était », le modèle pourrait nous dire « il y a 45% de chances que le mot suivant soit Snape, 25% que ce soit Einstein, 15% Ada, et ainsi de suite ». Il a calculé la probabilité pour chaque mot possible. Et le cycle continue. À partir de cette liste de probabilités, le modèle va choisir un mot. Puis, il va l'ajouter à la fin de la phrase, et hop, c'est reparti. Il recommence tout le processus depuis le début pour prédire le mot d'après. C'est comme ça, mot après mot, que le texte est généré. Finalement, tout ce processus nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si des concepts aussi complexes et nuancés que le sens peuvent être représentés par de simples directions dans un espace mathématique, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature même de la compréhension? Qu'est-ce que ça signifie vraiment de comprendre quelque chose?